Bienvenue à ce premier balado Au cœur des lipides, créé par l'Institut de recherche clinique de Montréal. Je suis Andréane Fortin, nutritionniste à la clinique de l'IRCM. Je serai votre animatrice pour cette série de balados. Cette première série inclura des capsules visant les personnes atteintes d'une hypertriglycéridémie, ainsi que les proches, les professionnels de la santé et chercheurs qui les entourent. Bonne écoute! Après avoir fait un survol de la condition, incluant le traitement nutritionnel, pharmacologique et certains projets de recherche, nous aurons la chance d'accueillir des patients pour cette deuxième partie des balados sur l'hypertriglycéridémie sévère qui nous expliqueront leur parcours, incluant le diagnostic et les défis qu'ils vivent au quotidien. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Cynthia Turcotte, jeune femme dans la quarantaine avec un syndrome de chylomicronémie familiale, la forme la plus rare de la maladie, avec une prévalence plus grande au Québec qu'ailleurs dans le monde. Elle connaît ce diagnostic depuis son enfance et elle est suivie depuis plusieurs années à la clinique de l'IRCM pour cette condition. Bonjour, Madame Turcotte. Bonjour. Vous êtes suivie à l'IRCM depuis de nombreuses années. Pouvez-vous nous décrire un peu votre maladie? Dans le fond, le syndrome de chylomicronémie familiale, c'est une maladie génétique récessive. Donc, ça veut dire que j'en ai hérité. Mes deux parents étaient porteurs. Moi, j'ai, dans le fond, cette maladie-là depuis que je suis bébé. C'est ce que ça veut dire. C'est pas des mauvaises habitudes de vie ou tout ça qui a causé ça. C'est au niveau donc d'un gène qui est défectueux et c'est une enzyme, la lipoprotéinépase, la LPL, qui finalement ne fait pas son travail, n'est pas présente, ne s'active pas pour m'aider à digérer certaines matières grasses qu'on appelle les triglycérides en particulier. On parle souvent en maladie rare d'un phénomène d'errance diagnostique, ou en fait un délai très long avant de savoir précisément c'est quoi notre diagnostic. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu? Je l'ai vécu dans une certaine mesure. Quand j'ai été, disons, dépistée, c'est que j'avais des gros vomissements. J'avais environ 8 mois. Donc, de mon côté, j'ai été, on va dire, très chanceuse. Par contre, ça a pris quelques prises de sang, quelques rendez-vous, je dirais au moins 3 visites médicales avec des médecins différents, pédiatres ou autres, avant qu'il y ait vraiment une prise de sang là, où on a pu voir qu'il y avait dans mon sang un sérum sanguin qui était à moitié blanc, donc laiteux. Et là, il y a eu une référence d'urgence, disons, là, je suis partie, moi j'habitais à Bécomo, donc à l'époque Haute-Rive, dans les années 70, donc, et on m'a transférée à l'hôpital du CHUL, à Québec, où là j'ai été hospitalisée, là, donc j'ai voyagé par avion en urgence. Et c'est là que le diagnostic officiel a été fait. Ça a pris un certain temps. Donc, il y a eu plusieurs tests. On a pensé que j'étais diabétique au départ. On a testé différents aliments, différentes sortes d'huiles, avant de réaliser vraiment que c'était le syndrome de chylomicronémie familiale. Puis comment cette maladie-là affecte votre quotidien? Est-ce que vous vivez du stress, des risques de complications possibles? Les risques de complications possibles ne sont pas toujours visibles, un peu comme le diabète d'ailleurs, mais il y en a qui le sont plus, c'est-à-dire on a des douleurs abdominales qui peuvent se présenter, mais les autres signes sont moins visibles. Le médecin va le voir quand on va le rencontrer, donc la lipémie rétinienne, du gras au niveau plus de l'œil à l'intérieur qui va être visible, le foie qui est gras. Donc, quelques signes comme ça et bien sûr, le taux de gras élevé dans le sang, le taux de triglycérides élevé dans le sang. Mais tous les jours, oui, je vis du stress à chaque repas. J'ai beaucoup d'affinité avec Marie-Lou parce que 3 fois par jour, moi, je connais vraiment ça. Donc, à chaque fois que je mange, je dois vraiment tenir compte parce qu'un seul repas peut m'amener ce qu'on appelle une pancréatite, donc une crise du pancréas. Donc, la complication, c'est ça principalement. Et puis, on veut pas affecter le pancréas, donc c'est-à-dire qu'il y a comme une libération d'acide au niveau du pancréas qui se fait pas dans le sang, qui se fait au niveau du pancréas lui-même, donc on peut affecter nos cellules dans le pancréas et, par exemple, devenir en plus diabétique. Donc, on veut pas ça. Puis est-ce que des pancréatites, c'est quelque chose que vous avez eu dans votre vie? Oui, donc j'en ai eu une aux alentours de 32 ans.
Puis on dit justement qu'une diète stricte, presque sans gras, est le seul traitement pour votre maladie. Est-ce que vous avez eu d'autres traitements ou est-ce qu'il y a eu d'autres traitements, soit médicaments, qui ont été testés? Oui, on dit ça parce qu'il y a plusieurs médicaments qui sont maintenant offerts, mais dans des protocoles de recherche essentiellement. Mais j'ajouterais que l'activité physique est importante, donc comme dans toutes les maladies, la gestion du stress, etc. Par ailleurs, c'est vrai que l'alimentation agit directement, donc je dois limiter le nombre de matières grasses, donc de triglycérides par jour. Je dois diminuer selon aussi l'évolution, parce qu'en vieillissant, le métabolisme peut changer, mais en général, disons qu'entre 10 et 20 grammes de lipides par jour, vous regarderez derrière votre barre de tendre combien il y a de lipides. Donc, généralement, c'est quelque chose comme 5 ou 8. Donc, on ne peut pas s'en permettre beaucoup si on veut avoir une bonne alimentation à chaque jour. Ça a l'air quand même restrictif comme régime. Est-ce que c'est quelque chose, je suppose, que vous faites depuis l'enfance? C'est quoi les difficultés ou comment vous vivez ça avec les sorties, restaurants, voyages? C'est ultra restrictif. C'est vraiment très, très restrictif. Donc, c'est dans toutes ces activités-là que c'est problématique. Donc, on doit toujours penser à apporter dans nos valises des aliments, du pain faible en gras, des choses qui sont, qui traversent les frontières. C'est compliqué. Se limiter dans des contextes qu'on ne connaît pas, disons, les ingrédients, c'est la voie à suivre. Puis est-ce que vous pouvez nous donner rapidement une idée de ce que vous pouvez manger dans une journée ou peut-être une idée de déjeuner que vous mangez puis un souper, par exemple? Bien, le lait écrémé fait zéro matière grasse, c'est comme mon allié numéro 1 parce qu'il est protéiné puis il y a des glucides. C'est sûr que mon alimentation est presque essentiellement de protéines et de glucides. Ça a ses avantages et ses désavantages. C'est pas ce qu'on recommande à une personne qui est capable de digérer des matières grasses. Donc, le matin, c'est céréales faibles en sucre, en gras, donc avec une tasse et demie de lait, quelque chose comme ça. Des fruits, idéalement, donc des petits fruits, si on peut. Ça peut être un pain faible en matière grasse, ça peut être un blanc d'œuf pour soutenir jusqu'au dîner. Donc, ça serait un exemple de déjeuner. Et un souper, par exemple? Un souper, écoutez, dans le fond, c'est de toujours choisir est-ce que je prends l'essentiel des matières grasses du 10 grammes au dîner, au souper. Généralement, j'aime bien le diviser, donc 5 grammes au dîner, 5 à 10 au souper, selon. Donc, ça pourrait être une poitrine de poulet. Idéalement, la dinde, c'est encore mieux, c'est plus faible en gras. Avec, ça pourrait être des haricots... Des haricots noirs, par exemple, avec un pain pour fajitas, avec des légumes, avec le fromage en petite quantité, faible en gras, autour de 6 % de matière grasse. C'est pas mal ce qu'on trouve le plus faible. Donc, je vais jouer sur la quantité là, pour m'assurer d'être autour du 10 grammes maximum. Là. Et la cuisson avec les matières grasses? Dans le fond, il existe une huile qui est déjà, si on peut dire en vulgarisation, là, un peu prédigérée, qui s'appelle l'huile MCT. Donc, l'huile à chaîne moyenne, triglycérides à chaîne moyenne, que je vais utiliser puis qui me donne de l'énergie. Parce que si je prends pas ça, ce qui se passe, c'est que je vais être très fatiguée régulièrement. Donc, ça me donne une matière grasse que je suis capable de métaboliser, donc transformer en énergie à chaque jour. Donc, je vais en mettre dans tout ce que je peux, là, dans le fond. C'est très bien expliqué. J'ai su aussi que vous êtes impliqué beaucoup dans la cause pour aider un peu d'autres patients qui ont la même condition que vous. Avez-vous des suggestions de ressources, des groupes d'échange? Qu'est-ce qui est offert pour les patients comme vous? Donc, le regroupement des maladies orphelines là, qui permet de regrouper justement les personnes qui ont différentes maladies, qu'on va dire orphelines, rares, comme le syndrome de chylomicronémie familiale. Donc, c'est la principale ressource ici au Québec. C'est la porte d'entrée. Il peut y exister différentes initiatives. Donc, l'Institut de recherche clinique de Montréal fait des recherches là-dedans. Il y a une clinique dyslipidémie génétique. Donc, il y a différents milieux là, médicaux qui vont offrir là, des services spécialisés. Là. Puis, qu'est-ce que vous diriez aux individus ou aux patients qui reçoivent un nouveau diagnostic comme vous?
de s'informer le plus rapidement possible, mais d'habitude, ça se passe, ce sont des enfants, donc c'est aux parents que je vais m'adresser d'abord. Donc, ils s'informent, qu'ils se préparent à devoir cuisiner tout le temps et à faire des choix, à s'informer, être capable de demander, d'expliquer. Donc, moi, je dirais que l'autonomie dans cette maladie-là, c'est demander de l'aide et de l'information. Merci beaucoup, Mme Turcotte, d'avoir pris le temps de nous parler. Je pense que toutes les informations vont être très utiles pour plusieurs de nos patients ici. Ça m'a fait plaisir. Restez à l'affût pour d'autres balados sur le sujet.